L'historique des libérations conditionnelles au Canada. À la fin du 18e siècle, la libération conditionnelle prend sa forme dans un système de pardon en Australie. C'est à ce moment-là qu'on voyait la fin d'une peine d'un détenu, s'il y avait une bonne conduite et une bonne volonté dans son travail. Au début du 19e siècle, l'idée des libérations conditionnelles était plutôt vue sous forme de ticket of leave. Au milieu du 19e siècle, on voyait plus l'idée d'un système de pointage. Dans ce cas, le libéré était confié à la police et la police devait l'assister et le surveiller. À la fin du 19e siècle, l'idée réelle de la libération conditionnelle a traversé l'Europe et les États-Unis. En 1882, les premiers représentants de l'Armée du Salut sont arrivés au Canada. Et dans leur traité, ils ont proposé l'établissement d'un programme de libération conditionnelle. En 1890, le premier ministre Wilfrid Laurier a apporté de gros changements au Canada pour le 20e siècle. En gros, on a vu l'introduction de la libération conditionnelle. Le 11 août en 1899, le Parlement canadien a adopté la loi concernant la libération conditionnelle des détenus, ce que j'appellerai la loi sur les libérations conditionnelles de 1899. Dans cette loi, le gouverneur général pouvait accorder un permis à un détenu dans une prison pour être en liberté au Canada. Sa liberté se faisait par écrit sous le sein et le sceau du secrétaire d'État et pouvait être pendant la partie de sa période d'emprisonnement. Le gouverneur général pouvait aussi placer des conditions à son permis qu'il jugeait convenables. Il pouvait également révoquer ou modifier ce permis par écrit. La loi sur les libérations conditionnelles de 1899 était en gros basée presque mot pour mot sur la loi britannique Penal Servitude Act de l'Angleterre. Lorsque la loi était adoptée, il n'y avait aucune référence ou mention dans le texte de la mise en liberté sous condition. En gros, on comprenait généralement que la libération conditionnelle était une forme de pardon. À ce moment-là, c'était la première fois dans notre histoire qu'un tribunal indépendant allait administrer un régime de libération conditionnelle applicable à tous les délinquants sous la responsabilité fédérale. En 1899 et 1958, comme mentionné, pour être libéré avant échéance d'une peine, on voyait ça plutôt sous permis de sortie ou ticket of leave. La manière que ça fonctionnait était que la loi ne fixait aucune peine minimale d'emprisonnement à purger avant de donner une libération conditionnelle à un détenu. Il n'y avait aussi aucune disposition relative à la surveillance ou à l'admissibilité d'une libération conditionnelle. Les prisonniers en liberté conditionnelle devaient s'inscrire auprès du chef de police local et se présenter à lui régulièrement. Ils devaient aussi s'engager à obéir à la loi, à ne pas mener une vie oisive et obscène et à éviter de s'associer avec des personnes de caractère notoire. La procédure de demande est identique à la procédure permettant d'obtenir la réhabilitation. Les fonctionnaires du ministère de la Justice avaient la responsabilité de mener une enquête complète dans chaque cas. Il n'y avait aucune ligne directrice, mais la libération conditionnelle était accordée à la discrétion du ministère de la Justice. Elles étaient réservées aux délinquants primaires, qu'on pourrait nommer autrement criminels par accident. Le 29 novembre en 1899, Henri Clermont, qui avait été condamné pour avoir volé une lettre, est la première personne à qui on a donné un permis pour être libéré au Canada. Il avait été libéré du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, qui était proche de Montréal.
En 1899, 5 sur 7 détenus ont obtenu leur permis de libération, mais ont été révoqués pour cause d'inobservation. 7 sur 71 ont obtenu un permis de libération et l'ont perdu pour cause d'une autre condamnation ultérieure. Enfin, seulement 59 détenus ont eu leur permis et ont purgé leur peine dans la société. Canada, peu peuplé, a eu la difficulté à surveiller les hommes qui bénéficiaient d'une libération conditionnelle. L'Armée du Salut a donc offert de se charger de la surveillance des libérés conditionnels, et le ministère de la Justice a été heureux d'accepter. Le brigadier de l'Armée du Salut, M. Walter Archibald, rédigeait la prison Gay Ministry de l'Église à Toronto. Le ministère a donc travaillé avec lui. En 1905, le poste d'agent de libération conditionnelle du Dominion a été offert à M. Archibald, ce qu'il a accepté. Le ministère était tellement impressionné par ses méthodes. Le gouvernement fédéral a donc adopté le système que M. Archibald avait mis pour la surveillance des libérés conditionnels. En gros, c'était le premier groupe à offrir de surveiller des détenus en libération conditionnelle. Les agents de l'Armée du Salut ont agi comme agents de libération conditionnelle du Dominion jusqu'à ce que le poste a été aboli en 1931. En 1907, Walter Archibald avait visité 235 détenus et visité des prisons et des maisons de correction. En 1911, M. Archibald a fait la demande pour lui remplacer. En 1913, le service des pardons voit jour et on lui a confié la tâche d'enquêter les demandes de libération. En 1919, M. Walter Archibald a été nommé le juge à la Cour juvénile d'Ottawa, mais il décède en 1922. Après la Première Guerre mondiale, la criminalité augmente et la libération conditionnelle est mise en question. Le gouvernement adopte donc de nouveaux critères d'admissibilité, plus stricts. Ça avait pour effet de réduire le nombre de détenus susceptibles d'obtenir la liberté conditionnelle. Alors qu'en 1923-24, 1400 délinquants ont obtenu la libération conditionnelle, mais en 1925-26, le nombre a chuté à 650. La façon que cela marchait à ce moment, on accordait des points de réduction de peine pour la bonne conduite et le bon travail. Certains gardiens, à chaque jour, accordaient une note à un détenu pour sa conduite et son travail. À la fin du mois, il additionnait les notes écrites dans son calepin et reportait le résultat dans un registre. Cependant, le risque d'abus était très élevé. Au cours des années 1920, on voyait ça plutôt comme un système de pointage. Les détenus devaient attendre 6 mois après l'arrivée en prison avant de pouvoir commencer à accumuler des jours de réduction de peine. Ils pouvaient accumuler 6 jours par mois jusqu'à un total de 72, mais si il était isolé, il n'y avait pas de jours d'accumuler, ou s'il était hospitalisé, il y avait seulement la moitié. En 1922, Agnes MacPhail était la première femme au Canada à se faire élire députée à la Chambre des communes. Elle a mis en place un véritable programme de travail dans les prisons en 1925. Elle a aussi créé une commission des libérations conditionnelles indépendante ayant un statut judiciaire. Elle a ainsi soutenu que tous les détenus devraient être admissibles à la libération conditionnelle après avoir fait le tiers de leur peine, et aussi que les décisions relatives à la libération conditionnelle devraient tenir en compte du degré d'amendement de chaque détenu. On voit alors au début de la dépression que la population accroît et les libérations conditionnelles se voient aussi plus nombreuses. Cependant, pour les détenus qui restaient incarcérés dans les prisons, les conditions de vie qui étaient déjà médiocres ont devenu insupportables. Dans les années 1930, la direction des pardons a donc devenu le service des pardons. Le rapport d'Archambault a été déposé en 1938. Ce rapport supportait les propositions de Agnes MacPhail.
Il proposait également la création d'une commission pénitentiaire, ce qui serait en même temps une commission de libération conditionnelle indépendante de compétences fédérales. Ce rapport composait 380 pages et 88 recommandations. Elle soulevait la question de protection de la société. Ce rapport critiquait aussi les méthodes de fonctionnement du service des pardons. Alors que lorsqu'un délinquant soumettait une demande de libération conditionnelle, le service des pardons ne faisait jamais aucune enquête sur les antécédents sociaux et l'historique de son cas. Son but était d'aider le système pénitentiaire à exécuter son mandat en matière de correction. Enfin, le 7 mars 1939, le Canada a adopté un projet de loi qui modifierait la loi sur les pénitenciers de 1899 et qui créerait une commission administrative composée de 3 personnes, mais ça n'a pas été tenu. Les mesures législatives sur les pénitenciers de 1939 ont finalement été mises en œuvre en avril 1946. Un jour, en 1947, Frank Miller voit son entrée au pénitencier de Kingston comme poste d'agent de classification du système pénitentiaire canadien. M. Miller rencontrait chaque détenu admis au pénitencier et rédigeait un rapport préliminaire. Il choisissait par la suite certains détenus pour comparaître devant un comité de classification. Il faisait aussi un suivi de 6 mois avant la mise en liberté, ainsi qu'une entrevue 2 ou 3 mois avant. Frank Miller quitte son emploi pour devenir directeur adjoint du service des pardons. La nomination de M. Alan McLeod a marqué le début d'une nouvelle approche correctionnelle et une réorientation du système de libération conditionnelle. En gros, M. McLeod a aidé à rédiger les dispositions législatives de la première commission des libérations conditionnelles du Canada au cours des 6 années où il travaillait au service des pardons. Selon lui, tous les détenus qui étaient à la première infraction devraient être mis en liberté à la moitié de leur peine. Cette règle a donc été appliquée. Il a aussi adopté la règle que ceux qui enfreignaient les conditions de leur liberté conditionnelle ne pouvaient en obtenir un autre. En 1953, un comité a été créé pour faire des enquêtes sur les principes et les méthodes suivies par le service des pardons du ministère de la Justice du Canada. Ce comité était formé sous la direction du juge de la Cour suprême, M. Gérard Fauteux. Le rapport Fauteux était de 90 pages et 44 recommandations. En 1956, le rapport a été présenté et adopté. À ce moment, la vieille loi sur les libérations conditionnelles a été abrogée et le service des pardons a été aboli. L'ancienne loi a donc été remplacée par la loi sur les libérations conditionnelles de 1959. En 1959, la Commission nationale des libérations conditionnelles, d'où les membres étaient nommés par le gouverneur en conseil, a été créée. Selon la nouvelle loi de 1959, la Commission a maintenant la compétence à accorder, refuser ou révoquer une libération conditionnelle, ce qui était la compétence du service des pardons avant. En gros, ces changements résultent directement par les recommandations du rapport Fauteux. Finalement, et je cite, que la Commission peut accorder une libération à un détenu si le détenu a tiré le plus grand avantage possible de l'emprisonnement et que l'octroi de la libération conditionnelle facilitera le redressement et la réhabilitation du détenu. Au cours des années 1960, le programme de la semi-liberté permettait aux délinquants de quitter l'établissement pendant une courte période pour aller travailler ou suivre des cours. C'était aussi une manière à voir si le détenu était capable de bien se conduire. De nombreux détenus demandaient pour une libération conditionnelle. La réduction de peine pouvait réduire d'à peu près 1/3 de la durée initiale de la peine d'incarcération d'un délinquant. Cela voulait dire que même si il était refusé pour avoir une libération conditionnelle, il pouvait quand même s'attendre à obtenir une mise en liberté dans peu de temps.
sans être surveillés par un agent libération conditionnelle. Alors, les délinquants qui obtenaient la libération conditionnelle restaient sous surveillance pendant tout le reste de leur peine. Finalement, en 1969, le président de la commission a pu convaincre le solliciteur général d'approuver le principe des audiences individuelles. Le 14 avril en 1971, 500 détenus au pénitencier Kingston s'emparent dans l'établissement et prennent plusieurs gardiens en otage. Sur le toit de la prison, les détenus mettent des bannières d'où certains ne pouvaient lire et n'ont droit qu'à ce qu'ils deviennent. Ils se plaignent aussi de la brutalité policière, de leurs conditions de vie dans la prison et des modifications à la loi sur la libération conditionnelle de 1969 qui avait été créé le régime de la liberté surveillée. Après 2 morts et 11 blessés, plusieurs garanties de procédure ont été adoptées. Par exemple, le droit d'un détenu à avoir une audience, le droit d'un détenu d'obtenir par écrit les motifs de son refus de sa libération conditionnelle, l'examen interne des décisions négatives et autres. Le 14 juillet en 1976, le Parlement a aboli la peine capitale. Donc, le code criminel a été modifié et a catégorisé les meurtres qualifiés et meurtres non qualifiés à ce qu'on appelle maintenant un meurtre au premier degré et un meurtre au deuxième degré. Ce principe a donc donné un minimum de peine de 25 ans avant de considérer une libération conditionnelle. En gros, un détenu pouvait encore se voir refuser une libération conditionnelle, mais au moins il savait pourquoi. La loi modifiant le droit pénal a donc été adoptée, ce qui a amené à une restructuration du système correctionnel et une série de changements dans les lois, comme les modifications à la loi sur la libération conditionnelle. Enfin, le service de libération conditionnelle et le service des pénitenciers a devenu le service correctionnel du Canada. En 1985, le solliciteur général de l'époque a amené un projet de loi dont son objectif était de maintenir en incarcération les détenus les plus dangereux auprès de la société. Une audience avait lieu pour voir si ce détenu avait une possibilité de refaire un crime. Avant la charte, les agents de libération pouvaient intervenir beaucoup plus facilement dans la vie des détenus sous leur surveillance. L'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982 a causé plusieurs réformes. En d'autres mots, le système correctionnel a devenu soumis au devoir d'agir équitablement. Ces changements ont amené au devoir de communiquer aux délinquants tous les renseignements utilisés dans le processus décisionnel en matière de libération conditionnelle. Après la charte, les interventions rapides ont devenu plus difficiles puisqu'il fallait qu'ils respectent les conventions juridiques. La charte rend donc toutes les audiences obligatoires et établit les processus de la prise de décision équitables. En août 1988, un rapport des responsabilités à assumer a été créé afin de donner de nombreuses recommandations et réformes et de souligner la nécessité de rétablir la confiance du public envers le système de justice pénale. En juin 1990, un autre rapport a été créé, appelé vers une réforme, ce qui a amené l'abrogation de la loi sur les libérations conditionnelles de 1959 et la loi sur les pénitenciers de 1961. Cela a été remplacé par la nouvelle loi sur les systèmes correctionnels et la mise en liberté sous condition, le 1er novembre en 1992. La Commission doit donc se demander s'il existe un risque de récidive. Elle doit aussi considérer la gravité de l'infraction pour assurer la sécurité du public. La Commission a donc le pouvoir d'approuver les sorties sans surveillance, ainsi que plusieurs autres nouvelles mesures. La semi-liberté était utilisée comme une préparation à la libération conditionnelle totale ou la libération d'office. L'admissibilité d'une semi-liberté était donnée 6 mois avant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle. Finalement, la réduction de peine est abolie. Aussi, la liberté surveillée a été remplacée par la libération d'office. Est-ce qu'il y a encore des lacunes dans le système pénal canadien? Les détenus atteints du sida devraient pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle pour des raisons humanitaires.
Donc il devrait pouvoir aller mourir dans la dignité, entouré de soins physiques et psychologiques spécialisés et constants. Cependant, ce n'a pas toujours été le cas. Monsieur PJ était atteint du sida. Une maison d'hébergement pour les personnes vivant avec le sida acceptait de recevoir PG, mais la Commission nationale des libérations conditionnelles a jugé que son état de santé était encore assez bon pour qu'il reste en prison. La décision a été reportée, mais la Commission a de nouveau refusé une libération conditionnelle pour raisons humanitaires, basée sur un manque d'informations. PG est donc décédé seul le 30 janvier 1995, quelques jours après cette décision, dans un établissement de détention fédéral. RL était aussi atteint du sida. Son médecin a remis un rapport à l'agent de gestion du cas, en précisant que son état de santé était normal dans son ensemble. Lors de l'audience demandée, le médecin a dit que RL ne présentait pas de symptômes systématiques laissant croire à un stade citant grave de sida. Mais pourtant, moins qu'un mois avant, le médecin a écrit que RL avait perdu plusieurs kilos et souffrait d'une infection depuis quelques semaines. Quelques mois plus tard, la commission a de nouveau refusé la libération conditionnelle pour raisons humanitaires parce que RL n'était pas en phase terminale. Ce n'est que presque 8 mois plus tard que la commission a accordé finalement une libération à RL. Le développement de la jurisprudence américaine a aussi influencé les tribunaux canadiens, comme dans l'affaire Morrissey contre Brewer. Dans cette affaire, la Cour suprême des États-Unis a décidé que la libération conditionnelle était plus qu'un simple privilège. Un détenu doit donc avoir la possibilité de se faire entendre et d'obtenir les motifs de la décision. Miles Sanderson. Miles Sanderson avait été condamné en 2018 et prévoyait une peine de 4 ans. Un agent de la Commission des libérations conditionnelles lui a jugé qu'il ne présentait pas un danger dans la société et que sa libération l'aiderait à devenir un citoyen respectueux des lois. Il a ensuite reçu une libération d'office, ce qui a été révoqué quelques mois plus tard, parce qu'il avait menti à son contrôleur judiciaire. 3 mois plus tard, la Commission des libérations conditionnelles a annulé la suspension. 7 mois après la libération conditionnelle, Miles Sanderson a tué 11 personnes et a blessé 19 personnes en Saskatchewan. Le processus qui a mené à cette décision de lui libérer est guidé par les exigences prévues dans la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Une enquête a donc eu lieu pour voir si les politiques et les protocoles ont été respectés. Plusieurs facteurs avaient été considérés, comme la participation à des programmes et à des activités culturelles de M. Miles Sanderson. Cependant, il avait quand même fait l'objet de 59 condamnations pénales depuis qu'il avait 18 ans. Est-ce que cela indique qu'il y a encore des incertitudes au niveau du système pénal canadien en ce qui concerne les libérations conditionnelles au Canada en 2023? Comment fait-on pour s'assurer que les détenus ont la chance de recevoir une libération conditionnelle sans avoir à s'inquiéter qu'ils commettront un crime grave une fois libérés?